Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde porte son attention sur la République centrafricaine, ce petit pays d'Afrique centrale, majoritairement chrétien et dont on parle peu, vit pourtant l'un des épisodes les plus sombres de son histoire depuis le renversement au mois de mars dernier du président François Bozizé par les rebelles de la Séléka. Assassinats, viols, pillages d'hôpitaux, d'écoles, de commerces, mais aussi d'églises et de presbytères. Depuis leur arrivée au pouvoir, les anciens rebelles sèment la terreur parmi les habitants, en particulier les chrétiens. Une situation dénoncée avec force par l'Église centrafricaine qui tente par tous les moyens d'aider la population. De son côté, la communauté internationale semble peu mobilisée sur cette affaire, même si la France a appelé l'ONU à se mobiliser autour de cette crise. Que disent les Centrafricains? Comment vivent-ils cette situation? Comment l'Église les soutient? Eh bien, à l'occasion de sa visite en France, je reçois le Père Cyriaque Doumalo Baté. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la conférence épiscopale de Centrafrique. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints à l'occasion de votre venue en France. Alors, voilà, une première question. On est loin de votre pays, on en entend peu parler, on voit peu d'images, on voit peu d'articles dans la presse. Qu'est-ce qu'il se passe chez vous? Depuis le mois de décembre 2012, depuis le 10 décembre 2012, la République centrafricaine vit une situation dramatique avec l'avancée de la rébellion Séléka et des villages. Des préfectures ont été prises et nous assistons à des pillages systématiques de toutes les structures de l'Église et de l'État. L'Église n'est pas restée bouche bée. Nous avons, ensemble avec les évêques, les prêtres, les pasteurs, décréé cette situation. Dans la lettre des évêques, au mois de février, ils ont appelé la communauté internationale à venir en aide rapidement. Sinon, ce pays va atteindre ce que nous appelons communément la somalisation. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le président Hollande a appelé l'ONU à intervenir le plus tôt possible parce que ce pays est au bord de la somalisation. Ces rebelles, alors qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Depuis le 24 mars 2013, les rebelles de la Séléka ont pris le pouvoir. Alors, à notre grande surprise, nous pensons que l'objectif visé, c'était le pouvoir. Mais à partir de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous assistons à des pillages, à des viols, à des massacres. Et alors, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un agenda caché? Parce qu'au regard de tout ce qui se passe, on a comme impression qu'ils veulent, coûte que coûte, éliminer la mémoire historique de ce pays. Alors, on se pose des questions. Ces rebelles, ils viennent de Centrafrique, mais aussi de pays voisins. Oui, évidemment. Cette rébellion est composée à 80% des mercenaires tchadiens et soudanais. C'est ça le gros problème. Et ces gens ne parlent pas la langue nationale de Centrafrique, ils ne parlent que l'arabe. Vous voyez, donc il y a un problème de communication avec la population autochtone et en même temps avec les dirigeants. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a comme impression que ces rebelles ne font allégeance qu'à leur chef qui les a recrutés. Alors ça pose un problème, même le gouvernement en place a des difficultés pour avoir la même mise sur cette rébellion. Alors, pour essayer peut-être de mieux saisir la réalité de ce que vivent les Centrafricains, eh bien, je voudrais vous partager moi, un témoignage, Père, et puis aussi à nos téléspectateurs, celui d'un prêtre centrafricain, le Père William Rodrigue, que j'ai reçu par mail il y a quelques jours. Voici ce qu'il écrit. La démesure s'est reproduite encore cette semaine dans mon quartier Boyrabé, des assassinats, pillages et viols pendant 2 jours. Notre maison familiale, comme toutes les maisons de ces quartiers, mise à sac. Tout est emporté, la famille dispersée. Plus triste par-dessus tout, des morts qui ne se comptent pas jusqu'à l'heure actuelle. Le Père William Rodrigue poursuit en racontant qu'il a perdu 3 membres de sa famille, un neveu qui est rentré du lycée avec un professeur, tous deux abattus à bout portant, une cousine cardiaque ne supportant pas le bruit des armes lourdes et une tante qui, n'ayant pas pu être évacuée à l'hôpital, a succombé chez elle. Père Cyriaque, quand on lit ces choses-là, moi je les ai lues là, sur ma boîte mail, ça vous saute au visage, c'est vraiment ce que vous vivez, c'est l'horreur. Mais c'est le quotidien que le Centrafricain vit aujourd'hui. Et jusque-là, la communauté internationale n'intervient pas. On a comme impression, vous imaginez, la Séléka a pris comme prétexte qu'ils vont désarmer
les milices de Bozizé qui se trouvent dans le quartier du 4e arrondissement. Mais personne à Bangui n'ignore que avant la prise du pouvoir des Séléka, c'est presque toute la ville de Bangui qui était en ébullition. Ce n'est pas seulement le quartier Bouérab. Alors, pourquoi s'en prendre seulement aux gens de Bouérab? Tous ceux qui habitent Bouérab ne sont pas aussi partisans de Bozizé. Alors, il faut faire la part des choses. S'il y a un désarmement à faire, il faudrait qu'ils impliquent la communauté internationale. Il y a une force multi-africaine d'interposition en Afrique, en Centrafrique. C'est cette force-là qui a habilité à procéder au désarmement. Malheureusement, les Séléka ont pris comme prétexte qu'ils vont désarmer les gens de Bouérab et ce qu'on assiste, c'est des pillages, des viols et des meurtres. Ça, c'est pas du tout normal. Vous entendez, j'imagine, Père, beaucoup d'histoires comme celle-ci, des témoignages qui vous reviennent de façon directe ou non, parmi même les fidèles, simplement. Oui, mais évidemment, même nos chrétiens. Quand vous arrivez à Bouérab, vous voyez, ce n'est pas seulement des villages, même l'église aussi. La paroisse Saint-Bernard de Bouérab a été visitée. Les ordinateurs de l'école Monseigneur Kolb ont été emportés. Alors on se demande, s'il y a effectivement des armes, pourquoi s'en prendre seulement au bien de la population civile? Pourquoi tuer les innocents? Ce n'est pas du tout normal. Il faut respecter l'être humain est sacré. Et c'est ce que l'archevêque ne cesse de décrier. Il a dit qu'il ne peut pas fermer la bouche quand il voit sa population en pleurs. Et je crois qu'il est temps que la communauté internationale nous vienne rapidement en aide pour arrêter ce génocide. Parce que là, si on continue, ça sera la somalisation en Centrafrique. Alors les évêques de Centrafrique, dans un message qui a été adressé aux chrétiens le 23 juin dernier, s'alarment du risque d'un conflit religieux. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce que vous avez le sentiment que ce conflit a aussi une nature religieuse? Mais quand on voit la réalité de ce qui se passe en Centrafrique, depuis l'avancée fulgurante des Séléka en décembre 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont cessé de piller les presbytères, ils n'ont cessé de saccager, de profaner les espèces sacrées de l'Église. Mais aucune mosquée n'a été touchée. Vous imaginez? Ça pose problème. On se demande, est-ce qu'il y a un agenda caché? Pourquoi s'en prendre seulement aux églises? Et aux chrétiens. Alors que les musulmans sont là, ils vaquent librement à leur occupation. Alors on se pose des questions. Est-ce que les responsables chrétiens et musulmans collaborent justement pour apaiser les esprits? Parce que j'imagine que ça peut créer peut-être des tensions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même une histoire traditionnelle de bonne entente entre chrétiens et musulmans en Centrafrique. Oui, mais en Centrafrique, vous savez que depuis plus de 50 ans, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cohabité avec les musulmans. Ils font 8%, 8 à 9%. Mais depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours cohabité ensemble. Et ça se poursuit Il n'y avait pas de problème. Malgré la crise, vous voyez, les évêques, les pasteurs et les imams se retrouvent pour discuter. Il y a une plateforme religieuse qui a été mise en place. C'est vrai, il y a une bonne partie des musulmans qui se sont engagés dans cette rébellion, mais ceux qui sont conscients et qui savent très bien que ça fait longtemps qu'ils vivent en Centrafrique, ils ne se sont pas impliqués dans cette situation. Donc à ceux-là, et les évêques ont compati ensemble avec eux parce qu'ils vivent aussi une situation dramatique. Ils sont obligés de procéder à l'omerta. Donc à cotiser d'abord. Lorsque les Séléka avançaient, ils sont obligés de cotiser un peu d'argent pour remettre à ceux-là afin de protéger leurs enfants ou de protéger leurs biens. C'est ce que les chrétiens n'ont pas fait. Parce que nous nous sommes dit, mais écoutez, si l'objectif de la rébellion, c'est d'arriver au pouvoir ou de libérer le peuple centrafricain, il n'y a pas question qu'on puisse encore payer des rançons. Vous imaginez? Et c'est ce que pour le moment le peuple centrafricain vit, cette situation dramatique parce qu'ils sont poursuivis, leurs biens, les denrées, les réserves, tout a été emporté. Et au niveau de l'Église catholique, nous avons perdu plus de 130 véhicules qui ont été emportés vers le Soudan et le Tchad. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Béatrice Epaille, ancienne ministre, aujourd'hui membre du Conseil national de transition créé pour rétablir les institutions du pays. Nous l'avions rencontrée en juin dernier lors de son passage à Paris pour alerter la communauté internationale sur la crise qui frappe son pays. Il y a des gens qui, depuis le mois de décembre, ont fui les villes qui sont dans la brousse, qui n'ont ni eau potable, ni alimentation, ni soins, etc. Et moi, je pense que les gens meurent en silence.
Donc on ne doit pas se taire. Les humanitaires non plus n'ont pas accès à la population pour amener l'aide humanitaire. Donc tant qu'il n'y aura pas la sécurité, leur propre sécurité, ils ne pourront pas se déployer dans l'arrière-pays. Et nous, la zone rurale représente 80% de la population. On a eu plusieurs crises en Centrafrique et ce sont des crises oubliées. À chaque fois, on commence à en parler et puis on oublie, personne n'en parle. Et tout le monde pense que les choses sont redevenues normales alors que les choses s'aggravent. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la crise de 2013, qui est encore plus grave que les autres crises. Et c'est vrai aussi que ce pays n'arrive pas à mobiliser même des ressources pour l'aide humanitaire. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on est oublié? Père, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pourquoi la Centrafrique vit des crises oubliées? C'est la question que tout le monde se pose en Centrafrique. Et je crois que depuis le début de cette crise, il y a la communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui s'est impliquée dans la gestion de cette crise. Les chefs d'État se sont retrouvés à Libreville pour mettre en place les accords de Libreville au mois de janvier. Et cet accord a abouti par la mise en place du gouvernement d'union nationale. Malheureusement, ce gouvernement a couché une souris. 2 mois plus tard, après, on a assisté à la prise du pouvoir. Donc vous ne savez pas aujourd'hui finalement pourquoi votre pays... Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi notre pays vit cette crise. Et pourquoi c'est la population civile qui fait les frais. On se pose des questions parce que si effectivement l'objectif c'est de faire partir le président déchu, François Bozizé, au pouvoir, mais cet objectif est atteint depuis le 24 mars. Alors pourquoi, à partir du 24 mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la population qui fait la frais? En quoi cette crise, comme le souligne Béatrice Epaille, elle dit qu'il s'agit de la crise la plus grave qui est connue, la Centrafrique? Qu'est-ce qu'elle a de plus grave que d'autres, puisqu'effectivement votre pays, dans son histoire, a été traversé par des crises, des coups d'État, des crises militaro-politiques? C'est ce que les évêques ont décrié dans la lettre pastorale qu'ils ont envoyée aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté au mois de juin. C'est du jamais vu. Ce qu'on assiste aujourd'hui en Centrafrique, depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est du jamais vu. Tant sur la durée que sur l'ampleur. Et tant sur le plan politique, social, économique, culturel et religieux. Parce qu'on assiste à des pillages, à des viols, depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même les événements de Bokassa en 79, les coups d'État en 96, d'abord en 82, en 80 et en 82 de David Dacko, en 81 le coup d'État de Kolimba, en 96 les mutineries qui se sont succédées, mais jamais on a assisté à des pareils trucs. Hein. Donc du point de vue de l'ampleur et du point de vue de la durée, c'est une première fois que nous assistons à ces pillages, à ces saccages des biens d'autrui et surtout la destruction systématique des infrastructures de l'État et de l'Église. Et puis, on l'a vu aussi, des villages qui ont été entièrement détruits, obligeant les habitants à fuir. C'est le cas de ces 2 familles dont je vous propose, Père, d'écouter le témoignage. Ilango anyamagati terisia que sont zotono biso bisara opéré mais na poko opéré so big pena wonda so yati minya so en ligne d'après. Alors on évoquait des attaques de villages, mais même dans la capitale, Bangui, vous le disiez également, Père, personne n'est à l'abri. Le 27 août, des milliers de civils apeurés par les attaques de la Séléka dans leur quartier se sont réfugiés provisoirement sur la piste de l'aéroport de Bangui, où se trouvent environ 400 soldats français. On a pu en voir, nous, quelques images, vous allez les voir d'ailleurs derrière nous. Père, finalement, la population ne sait plus vers qui se tourner.
C'est ça. Oui. La population ne sait plus à quel sein se vouer. Raison pour laquelle, bon, pour se protéger, elle est obligée d'aller sur les tarmacs de l'aéroport, parce que là, au moins, il y a une présence de militaires françaises. Parce que depuis longtemps, on a demandé à la France d'intervenir, on a demandé à la communauté internationale d'intervenir. C'est vrai, il y a une présence française, des militaires français en Centrafrique, il y a une présence de la force multi-africaine d'Afrique centrale, mais toutes ces présences, tous ceux qui sont sur le terrain sont inactifs. On ne comprend pas pourquoi. Pour quelles raisons, pour ça quelles Vous avez une raisons explication ils sont là-dessus? là présents, Oui. mais ils n'osent pas défendre la population. Pourquoi? Mais parce qu'on ne leur avait pas donné l'ordre. Et pourquoi? Mais on ne sait pas, c'est ça le problème. Les pays africains de la on région... se demande, est-ce qu'il y a un silence complice? Oui. Ou plutôt, on préfère voir mourir à petit feu ce peuple, mais si on continue à assister inactivement à cette situation, je vous le dis franchement que ce pays va disparaître de la carte de l'Afrique. Parce que là, actuellement, la population en a marre. La population en a marre, et raison pour laquelle nous continuons et nous insistons pour que la communauté internationale et l'ONU puissent s'impliquer davantage afin que la population centrafricaine retrouve la quiétude. On va revoir d'autres images, Père, d'autres cibles d'attaque, des centres de santé qui sont pillés de façon systématique. Conséquence, l'accès aux soins médicaux dans la brousse est quasi impossible. La brousse, c'est quand même à peu près 80% du territoire. Il faut donc évacuer des patients vers la capitale Bangui, comme nous l'explique ce médecin de la Croix-Rouge. Avant, je crois que l'hôpital fonctionnait très bien. Il y avait des chirurgiens en place, il y avait une équipe vraiment médicale en place. Mais bien sûr, depuis la crise à ce jour, en fait, il n'y a plus d'activité au niveau du bloc. C'est vraiment difficile. Tout est vraiment à zéro. Donc là, on envoie sur Bangui parce que voilà, on n'a pas vraiment un bloc opérationnel. Et voilà, tout a été saccagé, pillé et tout. Donc ça, c'est vraiment des cas que, défaut de chirurgien, défaut de matériel et tout, on ne peut pas vraiment garder ce cas ici parce que là, il a encore la balle qui est logée en fait dans la région pectorale ici, de sa poitrine. Ils sont en bas, ils sont le Pikambi, 2 balles, cause balle, ils sont le Pikambi, à Sigigi, soit en deuxième balle, ni le Pikambi, ni là en Bangangogi, le lag. Alors sur le plan humanitaire, selon l'ONU, la situation est assez tragique. 1,6 million de Centrafricains ont besoin d'une aide d'urgence sur environ 4,5 millions d'habitants. 206 000 personnes seraient déplacées. On imagine que toutes ces situations-là, évidemment, sont extrêmement compliquées à gérer. Comment est-ce que l'Église contribue aussi à aider, mais de quelle façon est-ce qu'elle aide la population ? Déjà, au niveau de l'Église, nous avons commencé depuis le début de la crise. Il y a la Caritas nationale, la Caritas Centrafrique, qui s'implique davantage en allant sur le terrain pour porter secours à tous ces déplacés. Et l'archevêque, qui est en même temps le président de la Caritas Centrafrique, vous conviendrez avec moi que dernièrement, il s'est déplacé jusqu'à Bozoum, au nord du pays, et à Bosangwa, pour porter secours à tous ces déplacés. Ceux qui n'ont plus d'espoir, parce que ces gens se font plus de 80 km, plus de 50 km à pied pour se réfugier à Bosangwa. Et ceux qui sont à Bosangwa actuellement sont obligés de descendre vers Bangui, parce que c'est là où ils pensent trouver une protection. Oui. Alors, vous imaginez ce qui se passe. Et dans les autres pays, les autres arrière-pays, au niveau du sud, au niveau de l'est, c'est pareil. Donc, c'est une situation catastrophique. Et quand les ONG humanitaires qui interviennent directement en Centrafrique, à savoir la Croix-Rouge internationale, la Solidarité, les Médecins sans frontières et la Caritas Centrafrique, ont demandé depuis un certain temps pour qu'on puisse ouvrir un couloir humanitaire afin de permettre à ces ONG de travailler, d'aller auprès de la population. Mais ça n'est pas le cas. C'est ce qui n'est pas encore fait parce que pour le moment, la FOMAC, la force africaine, la force multi-africaine d'Afrique centrale qui devait convoyer tous ces ONG, déplore le fait qu'ils n'ont pas assez d'éléments sur le terrain et ils ne peuvent pas oser aller dans les arrière-pays. Alors c'est ça qui pose problème. Jusque-là, on a promis envoyer plus de 3000 éléments en Centrafrique des Nations Unies, mais sur le terrain, ce n'est pas la réalité.
Alors on va parler dans les dernières minutes de cette émission de la vie quotidienne de l'Église, peut-être terminer sur une note d'espérance aussi. Comment est-ce que ça se passe? Parce que vous le disiez, hein, beaucoup d'églises ont été pillées, saccagées, profanées. Est-ce que les célébrations sont parfois déplacées ailleurs? Est-ce que les fidèles viennent? Comment ça se passe? Dans la lettre pastorale que les évêques ont envoyée, ils ont demandé aux chrétiens de garder l'espérance. Nous sommes terrassés, mais on n'est pas anéantis. C'est le message que les évêques ont envoyé aux chrétiens. Ils vivent encore dans l'espérance? Sachant très bien que nos biens ont été emportés, volés, pillés, mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Il faudrait garder l'espérance. Et je crois que pour l'instant, les chrétiens, malgré cette crise, continuent de vivre leur foi. Hein, et à travers les célébrations, à travers les échanges et à travers aussi des entraides qu'ils reçoivent parfois des autres villages où ils reçoivent aussi d'autres chrétiens. Comme preuve, vous voyez, avec la situation qui s'était produite à Boérab, mais tous ceux qui sont du côté de nord ont traversé pour aller vers le sud. Ce sont les chrétiens qui les ont accueillis. Hein, ça témoigne très bien que les chrétiens gardent toujours l'espérance. Malgré cette situation, on sait qu'un jour viendra où notre pays retrouvera la paix. Et justement, le pape François, lors d'une prière de l'Angélus au mois d'août, a encouragé le peuple de Centrafrique durement éprouvé à marcher avec foi et espérance. Alors il y a aussi des écoles chrétiennes qui ont été saccagées. Ça c'est évidemment une question qu'on peut se poser à la veille de la rentrée. Est-ce que pour vous, les enfants, les jeunes vont pouvoir retourner dans les écoles? La rentrée est prévue le 15 septembre. Voilà encore un autre problème qu'on se pose, parce que là, pour le moment, en Centrafrique, vous imaginez que dernièrement, au mois d'août, le 19 août, c'est là où on organise le baccalauréat. Parce que depuis l'avancée des Séléka, dans les arrière-pays, il n'y avait pas d'école. Et à Bangui, effectivement, c'est à partir du mois de février que les élèves n'ont pas pu aller à l'école à cause des événements. Mais à partir du mois de juin, la dernière fois, les évêques ont demandé une relance des activités et le ministre de l'Éducation a donné sa parole pour que les écoles reprennent. Et ils ont essayé de faire des micmacs pour qu'on puisse sauver l'année. Et malheureusement, au mois d'août, pendant que les élèves aillent composer le baccalauréat, c'est pendant ce moment qu'on organise les désarmements au nord, donc à Boérab, et tous ceux qui sont dans le centre d'examen du lycée Barthélemy Boganda, où se trouve le quartier Boérab, sont obligés de fuir. Il y a certains élèves qui ont reçu des balles perdues et qui ont succombé par la suite. Vous imaginez, ça c'est un drame, et je crois que pour le moment, les parents ne sont pas encore prêts à accepter que leurs enfants reprennent les études dans cette insécurité grandissante. Donc le gros problème, il faut asseoir la sécurité à Bangui et dans les arrière-pays pour que les enfants puissent reprendre les études. C'est un problème crucial et nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale puisse jeter un regard sur cet aspect-là. Alors justement, le gouvernement français entend se saisir de cette crise. François Hollande l'a indiqué le 27 août. L'archevêque de Bangui joue un rôle de premier plan dans la crise de votre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que sa parole, lorsqu'il est venu à Paris au mois de juin, est-ce que cette prise de parole a peut-être sensibilisé la France, le gouvernement français? Et évidemment, vous savez que l'Église a une mission prophétique d'annoncer la parole, mais en même temps, elle doit aider aussi les gens à conscientiser. Et je crois que l'une des missions aussi de nos évêques, c'est de porter la situation du peuple centrafricain auprès de la communauté internationale et auprès de nos bailleurs. Et la France joue un rôle très important en Centrafrique. Et je crois que le fait que l'archevêque soit venu ici et porter cette situation, c'est pour plaider afin que la France puisse jeter un regard sur la situation de Centrafrique. Et je crois que c'est déjà un début, un début, lorsque le président français, François Hollande, a donné déjà son mot pour que l'ONU puisse s'impliquer davantage. Mais ce que nous déplorons, c'est le fait qu'on reste toujours attentif. Bon, on reporte,
C'était d'abord au mois de juillet, on a dit il faut attendre le mois d'août. Le mois d'août, on dit il faut attendre le mois de septembre. Et on est presque à la rentrée. Vous croyez qu'il soit trop tard? C'est ce que nous déplorons parce que pour le moment, le peuple en a marre. Hein. Ils sont vraiment asphyxiés. Hein. La population centrafricaine est totalement asphyxiée. Alors il faut nous venir rapidement en aide. Sinon, on ne sait comment faire. C'est ça notre cri de détresse. Merci beaucoup, Père Doumalog Pathé, pour votre témoignage sur ce que vit votre pays. Nous y reviendrons, nous serons bien sûr attentifs à ce que vivent notamment les chrétiens centrafricains. Merci également au Comité international de la Croix-Rouge pour ces images et puis également à l'archevêché de Bangui pour ces photos. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.